pour ceux qui ne connaissent pas Adrien, Adrien pilote depuis fort fort longtemps. Il a 20 ans aujourd'hui, a commencé à 5 ans, a vite baigné dans la compétition d'abord en 4-2 et ensuite c'est lui qui va nous raconter un petit peu son parcours au travers de nos questions pendant 30 minutes. Et ensuite, ce sera à vous de lui poser ces questions pendant 15 minutes sur le chat et il se fera un grand plaisir de vous répondre à tous. Je regarde juste sur le live. Visiblement, vous nous entendez bien et vous nous voyez bien. Donc, on a peut-être conjuré le mauvais sort de la première interview. Bonsoir à tous. Donc, comme on a eu quelques petits soucis techniques par rapport à la dernière fois, on espère que tout va bien se passer. Comme on le dit, vous pourrez poser toutes vos questions, préparer vos questions. Pour l'instant, nous, on a préparé 8-9 questions et on va lui poser dans l'ordre. C'est Vivi qui va commencer, à moins qu'on donne la parole à Adrien d'abord. Moi, bonjour à tous. Je suis prêt à répondre à toutes les questions de Vivi et Tony, et puis à vos questions par la suite, une fois qu'ils ont fini. Et voilà, n'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez après les questions. Alors, donc Adrien, tu es pilote Agama Nemo Racing Pro Circuit. On va détailler un petit peu tout ça tout au long de l'interview. Et on va pas trop se mentir, Agama, c'est pas la marque la plus connue, que ce soit en France ou dans le monde. On parle toujours de Kyosho, Mugen, X-Ray, ça reste quand même les trois piliers au niveau de la compète. Donc, est-ce que tu peux nous la présenter et nous en dire un petit peu plus sur cette marque? On sait pas trop si c'est anglais ou autre, c'est un peu flou pour nous. Bon, alors oui, c'est vrai, je roule Agama depuis maintenant plus de 3 ans. Alors, il faut savoir que Agama, c'est une marque taïwanaise qui a été créée en 2008. Elle a eu le A8, le A215 et maintenant le A319 avec des évolutions entre. Moi, on va dire, je suis aidé avec l'entreprise Nemo Racing qui est distributeur Agama depuis 2010. Après, en France, je sais que le distributeur, c'est RC Model Team. Et du coup, voilà, Agama, c'est vrai que c'est pas très très connu, même si ça commence à l'être de plus en plus avec l'arrivée de gros pilotes comme Ryan Lutz. Il y a eu aussi les belles performances l'année dernière des frères Kilik avec un podium à l'Euro. Et puis voilà, après, moi, en France, j'essaye de faire le maximum pour montrer que la voiture est vraiment performante, compétitive, en essayant de faire le maximum sur les championnats de France et après aussi les amicales, les courses régionales. Du coup, voilà, moi je suis vraiment satisfait, même si je suis un petit peu, on va dire, un peu seul. Après, je suis avec mon père et mon frère, du coup, ça fait une team. Même si en CF, je suis un petit peu seul, franchement, ça ne me dérange pas énormément. La voiture, j'ai une bonne base de setup. Et puis voilà, performante un peu dans toutes les conditions. J'ai pas grand chose à redire dessus, j'en suis très satisfait et puis je pense que je vais rester dessus pendant un petit moment encore. Ok, merci Adrien. On va passer à la deuxième question. Quel est simplement ton meilleur souvenir depuis que tu fais de la RC? Alors, mon meilleur souvenir, je pense que je vais remonter assez loin dans le passé et je vais faire référence au 4-2. Ça va peut-être pas parler à beaucoup de monde ici, mais je vais dire la Coupe des Ligues en 2009. Du coup, j'avais 9 ans, je venais d'avoir 10 ans. C'était la Coupe des Ligues en 4-2 à Longvic. Et du coup, voilà, j'étais encore tout jeune et j'étais avec mon papa. Et puis, on avait fait, je crois, troisième qualification en 4-2. J'avais gagné la demi-finale. J'étais parti en finale. Et puis après, en finale, tout s'était bien passé et tout. Et j'avais gagné, je crois, presque un demi-tour d'avance. Et c'est une course où j'ai pas de réels souvenirs. Mais en fait, vu que j'étais tout petit, j'étais pas en fait comme maintenant à regarder les résultats, à vraiment dire non, là, lui il va plus vite ou lui il va moins vite. Du coup, je faisais que piloter et puis tout s'était bien passé. Et puis après, voilà, je fais référence à ça aussi parce que le 4-2, je pense que c'est une bonne discipline. Ça apprend bien au niveau pilotage. Ça force à être vachement calme, posé. On peut pas s'énerver et être bourrin comme on peut l'être en 4x4. Et puis après, je dis ça parce que tout simplement, en 4x4,
pour l'instant, j'ai pas fait on va dire, de coups d'éclat ou de très très grosses performances. Parce que, voilà, il faut progresser et puis ça va venir. Ça sera pas cette année, je pense, mais plutôt l'année prochaine, du coup. Et voilà, on va tout donner pour améliorer mon meilleur souvenir en RC. D'accord. Merci à toi. Donc Vivi, à toi. Donc tu parlais bien de ton papa. On sait que tu as aussi des frères et sœurs. Tu as Arnaud qui pilote aussi. Tu as Charlotte qui vient aussi de temps en temps vous mécaniser. Et tu as surtout ton papa qui est toujours avec toi et qui doit certainement nous regarder. Coucou Jérôme. Et on sait que de temps en temps, vous deux, ça peut faire des étincelles. C'est pas trop compliqué la RC en famille? Alors, forcément, le monde de la compétition, c'est un monde où tout le monde est entre guillemets stressé, un peu à cran. Du coup, ça pousse au conflit. Après, c'est comme tout, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des périodes ou même des courses où tout se passe très bien. Après, très souvent, ça passe par le résultat, c'est-à-dire on va arriver sur une course, tout va bien se passer, de la première manche d'essai jusqu'à la finale du dimanche. Ben là, il n'y a pas vraiment de raison de se prendre la tête, que ce soit avec mon père ou mon frère. Voilà. Et après, ben, tout de suite, quand c'est plus compliqué, quand on se retrouve milieu ou fin de classement, et là où on ne devrait pas être ou là où on ne veut pas être, et ben là, on se remet en question. Et puis, forcément, ça peut être quand ça va pas, c'est soit généralement souvent la faute du pilote, mais après aussi la faute du réglage voiture ou du choix des pneus ou réglage moteur ou la mécanique en elle-même. Du coup, oui, ça porte à des conflits de temps en temps. Et puis après, voilà, nous, ce qui est un peu plus particulier avec mon père, c'est que il travaille énormément et il n'a pas le temps, on va dire, d'être investi. Comme je l'étais l'année dernière ou il y a 2 ans, cette année pas trop, mais comme j'étais investi dans la RC, c'est-à-dire à aller faire des entraînements, à aller faire pas mal d'amicales et tout, du coup, je me retrouvais de temps en temps seul sur certaines manches de CF où c'était un peu loin, et lui avec le travail, il ne pouvait pas se déplacer, ou même des amicales où moi j'y vais juste avec des amis pour m'amuser. Du coup, vu qu'on n'est pas tout le temps ensemble à 110% comme d'autres binômes, et ben ça fait que quand moi je suis tout seul, je prends euh, des habitudes quand je suis tout seul, et quand il revient, lui il a toujours ses habitudes. Du coup, ça rajoute une petite source de conflit, même si quand je suis tout seul, on s'est tout le temps au téléphone pour décrire le comportement de la voiture, échanger sur le réglage, sur mon pilotage. Après, des fois, s'il y a des lives où je peux lui envoyer des photos de la piste et tout, on s'aide toujours à distance. Mais ouais, du coup, forcément, il y a des moments où ça crée des liens très forts et ça nous permet je pense, d'être encore plus fort sur certaines courses. Et parce que se mécaniser père-fils, il y a un lien en plus qu'un mécano et un pilote classique, on va dire. Du coup, voilà, ça nous pousse, comme des fois ça peut nous brouiller et nous créer quelques petits mésaccords, on va dire, sur les pistes et surtout en compétition. Bon, tant qu'après à la maison ça va, c'est le principal. Oui, c'est ça. Et puis de toute façon, on travaille ensemble. Du coup, le lundi, la RC, c'est oublié. Et puis, sauf si tout s'est bien passé, on en reparle, mais sinon, c'est oublié. Et puis, on pense au travail. Et puis, on verra la RC le week-end prochain. Ok, merci. Du coup, là, depuis tout à l'heure, tu nous as parlé de ton agama. Tu pourrais nous présenter entièrement en 2-3 minutes? Alors, pas de souci. Alors, t'en profites pour parler du châssis, puis aussi des marques que tu utilises autour de ça. Ouais, pas de souci. Alors, hop, je vais essayer de faire ça bien avec la caméra. Alors, voilà. Là, vous avez la Gamma A319. Du coup, c'est la toute dernière version qui est sortie, qui a été commercialisée à partir de juin-juillet 2019, du coup. Après, au niveau des autres équipements, je roule avec les moteurs du Lite depuis cette année, depuis le mois de janvier. Toujours les pneus Pro Circuit. Les Pro Circuit, ça va faire maintenant 3 ans que je roule dessus. Là, cette année, il y a eu du changement avec
nouvelle gamme, que ce soit au niveau des profils qui sont tous un petit peu revisités, des gommes, des inserts. Du coup, voilà, on repart sur quelque chose de tout nouveau. J'ai participé aux essais un petit peu avant que ça sorte, on les avait même à l'Euro. Voilà, je suis très content de ces nouveaux pneus. Je pense que ça va vraiment apporter un plus du coup, fin de saison ou début de saison de l'année prochaine. Parce que ça a vraiment bien évolué. Et voilà, hâte de l'aligner sur les courses pour voir ce que ça donne en course. Et je suis sûr que ça va bien le faire. Après, au niveau du reste, alors, à l'intérieur, j'utilise les servos Savox, les 2274. Depuis maintenant, depuis un moment, depuis 3-4 ans, j'utilise toujours ces servos. Je n'ai jamais eu de problème majeur. J'en suis très content. Et puis après, la voiture en elle-même, elle n'a rien de très spectaculaire. Elle est deux boîtes. J'utilise quelques options qui sont pas indispensables, comme ici les bagues en alu. D'origine, elles sont en plastique. Je les mets juste vraiment pour assurer le truc parce que c'était un endroit un petit peu fragile, on va dire, sur la 215. Maintenant, sur la 319, le problème est totalement réglé, mais bon, je les ai. Du coup, autant les garder. Et puis après voilà, il n'y a rien de spécial sur la voiture, si ce n'est elle a un look, on va dire, un peu atypique ou différent d'une voiture classique avec sa carrosserie. Alors ça plaît ou ça plaît pas. Moi ça va, j'aime bien, je commence à m'y habituer. C'est vrai qu'au début, c'est pas commun. Du coup, voilà, la carrosserie, elle apporte un peu plus d'appui sur l'arrière et de stabilité sur toute la voiture. Et là, j'ai vu que Nemo, ils ont sorti une nouvelle carrosserie euh, qui ressemble un petit peu aux carrosseries qui peuvent s'adapter sur toutes les voitures, du style un peu BT Design ou un truc comme ça. Du coup, hâte de recevoir ça et de voir ce que ça donne. Ok, merci beaucoup. Tiens, d'ailleurs, qui c'est qui te fait tes carrosseries? Eh ben, c'est moi-même. Ah, bravo, elles sont belles. Moi-même. Enfin, j'essaye de faire les miennes, ça prend du temps. Mais... C'est le sujet d'actualité du moment, Covid, confinement, pas de RC, pas de loisirs, pas de sortie. Tu as vu comme tout le monde qu'il y avait eu un communiqué de la fédération cette semaine. D'ailleurs, on reçoit Marie en interview lundi soir à 18h également sur automodélisme. Et Benoît voulait un petit peu ton avis pour savoir comment tu voyais l'après, enfin le déconfinement, l'après dans la RC cette année, l'année prochaine. Ton avis quoi. Alors, bon, déjà, j'espère que tout le monde va bien et que personne n'a rencontré le chemin de ce virus dans le monde du modèle réduit et puis toute la famille de tout le monde. Pour, pour reprendre le championnat, moi, je savais personnellement que ça allait être compliqué. On ne peut pas faire le championnat sur 2 manches, c'est compliqué. Après, moi, j'ai été consulté par Vincent Régnier. Il a eu une bonne initiative de consulter plusieurs pilotes en France pour savoir un petit peu comment ils voyaient le retour, comment on voyait le retour de la RC. Et moi, j'avais proposé mes idées, c'est-à-dire pour moi, quelque chose qui aurait pu être vachement sympathique et excitant pour le suspense, ça aurait été de faire une big race ou un Grand Prix de France, pour rappeler ça avec un nom comme Junior il voulait, et du coup une big race ou un Grand Prix de France et désigner le champion de France sur une seule course. On est dans un milieu où un modèle réduit, le champion du monde, il est élu sur une seule course, le champion d'Europe aussi pareil. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire ça en France, parce qu'on n'a pas le choix, à moins qu'il n'y ait pas de champion de France cette année, je trouvais ça un petit peu dommage. Et puis, vu qu'aujourd'hui, on va dire les seuls qui peuvent prétendre au titre en France, ils ne suivent pas tous le championnat en entier. Du coup, ça aurait pu vraiment donner du suspense et faire ça, par contre, sur un lieu totalement nouveau, ou une piste que personne ne connaît, parce que bon, ça sert à rien d'aller mettre ça dans le nord ou d'aller mettre ça dans le sud. C'est pour que tous les mecs du sud ils aillent rouler dans le sud et tous les mecs du nord aillent rouler dans le nord. Du coup, c'est pour ça moi j'avais proposé de faire ça
dans un club un peu au milieu de la France. Et par contre, une piste neuve que personne n'est jamais roulé, comme on avait eu à la Big Race à Castres il y a 2 ans. Et ça, c'est juste top. Hein. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Tout le monde arrive et ça se joue au pilotage, au réglage, à l'adaptation. Et puis, il n'y a pas de celui qui a passé 4 jours sur la piste avant. Du coup, je pense que ça aurait été vraiment bien pour relancer la RC. Ça aurait réuni vraiment tout le monde, CFN, CF Elite. Toutes les marques se seraient déplacées pour faire un gros coup de pub. Je pense que ça aurait été vraiment bien et ça peut toujours se faire. Je pense que ça serait vraiment quelque chose de bien euh, pour pallier à une année un peu compliquée. On aura la réponse dans quelques temps. Ouais. Ben, j'espère que ça sera un truc un peu dans ce style-là parce que je vois mal la vie s'arrêter après septembre. Du coup, même quand on compare à des calendriers un peu différents comme le karting ou des trucs comme ça, tout le monde a décalé ses événements en septembre, mais rien n'a été annulé, surtout on est mi-avril. Une décision comme ça peut se prendre très bien en juillet ou début août. On n'est pas pressé par le temps. Je pense qu'on n'a pas réservé nos nuits d'hôtel pour aller sur les CF. Du coup, voilà, c'est juste ça. Non, je pense que ça ne choquerait personne si la Fédé devait changer sa décision. Et on va laisser la Fédé encore se réunir, réfléchir. J'imagine que ça doit bien cogiter chez eux. On va changer de question parce que le temps passe très vite. Je t'attribue plus qu'1 minute de réponse par question. Okay. Et par contre, si tu peux parler beaucoup plus fort chez toi dans ton micro, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent dans les questions. Les gars, vos questions, vous allez pouvoir vous les lâcher dans quelques minutes, dans 5 minutes. Alors d'abord, répondre rapidement, quel est ton budget par an pour la RC? Alors, mon budget par an pour la RC, je suis un pilote plus fort. Sponsorisé. Ouais. Vu que je suis un pilote sponsorisé, mon budget il se concentre surtout sur les déplacements, les inscriptions aux courses et après forcément toujours du matériel. J'ai jamais fait le compte exact d'une saison, de la première course jusqu'à la dernière. Mais je sais qu'une grosse saison comme j'ai fait l'année dernière avec des courses inter, championnat d'Europe, championnat de France, ça peut facilement tourner aux alentours de, je sais pas, moi j'aurais dit peut-être 4-5 000 euros. Après, moi je suis toujours avec mon père, du coup quand il vient, très souvent c'est lui qui paye les déplacements. Et après, voilà, ça dépend des courses. Mais ouais, je pense qu'un beau budget, ça peut être pour nous autour de 4-5 000 euros. À la compète, il n'y a pas de secret, ça coûte cher. Alors, une question de monsieur Patrick Junior Ovinet qui est en ligne. Et on la pose parce qu'on avait décidé que l'invité de la semaine d'avant avait le droit de proposer 2 questions. Patrick Ovinet qui te demande quel est le pilote en RC que tu admires le plus? Alors, le pilote en RC que j'admire le plus, on va dire, ça je vais faire une petite dédicace pour le style. Je vais dire Robert Ballet, celui qui nous avait fait à la Bugo il y a 2 ans en arrière, là, inattendu, c'était vraiment fort. Et puis après, un pilote, pour moi, ça a toujours été Jared Thébault. On dirait que c'est sur un rail, quoi. Ça change jamais de trajectoire. Il bosse tout le temps à la réception. J'ai regardé beaucoup de vidéos de lui quand j'étais plus petit. Et puis voilà. Et puis là, on le voit, il change de marque, il passe sur une marque un peu atypique, on va dire. Et il revient un petit peu à un niveau où on ne le voyait plus. Du coup, non, je pense que c'est un très grand pilote et il l'a montré plusieurs fois. Et voilà. À toi, Vivi. Et la deuxième question de Patrick, qui est un peu inattendue, mais rigolote quand même, qui est, attention, serais-tu prêt à arrêter la RC si une femme te le demande? Voilà, faut vraiment que ce soit la femme de ta vie. Ouais, alors là, je lui poserai la même question en privé, ou alors à toi qui veuille nous répondre dans une vidéo. Franchement, je pense que dans une relation, on a tous des passions, mais moi, la RC, c'est une partie de ma vie, comme tu l'as dit, depuis l'âge de 5-6 ans. Je pense que ça serait vraiment compliqué. Après, je peux ralentir, forcément. Déjà, là, je travaille, du coup, je peux passer moins de temps, on va dire. Ralentir, c'est sûr. Arrêter, je pense pas. Et puis même pour le bien d'une relation, il faut toujours des week-ends de temps en temps avec les amis pour penser un peu à autre chose. Sinon, je pense pas que ça va durer très longtemps. Du coup, moi, j'aurais dit non.
Voilà. Non, je Ouais, allez, je suis, Après, pas, je suis assez d'accord avec ta réponse quand même. ouais, voilà. Après, c'est ma vision actuellement. Dans 5 ans, ça sera peut-être différent. On verra. Mm. Oui, t'es encore jeune, t'as 20 ans, là, t'as le temps de faire un peu du Tinder, tu verras plus tard, hein. Ouais, parce que Célian, quand même, vient te tacler en te disant, déjà, faudrait trouver une gonze. Je balance. Bon, on va pas s'étaler sur ce sujet, mais bon, c'est facile de dire ça. Ouais. Question suivante. Euh, Question suivante. Alors, on a partagé l'année dernière un week-end en Espagne. Donc, entre copains, en mode, allez, on se barre à l'étranger, faire une course de ouf sur une piste de dingue. Donc, on est parti à Madrid. La Buggy c'est donc une course mondiale, on peut dire mondiale, qui est organisée tous les ans en Espagne au circuit de Fuencarral à Madrid, accessible en métro, enfin vraiment tout le confort absolu pour pouvoir faire de la RC facilement à l'étranger. Et donc je pense qu'il y a quand même pas mal de pilotes qui se disent ah punaise, moi aussi j'aimerais bien aller faire une course à l'étranger, mais je comprends pas ce qu'il faut faire avec les bagages, les billets, le carburant, enfin tout ça. Et on va dire que c'était rigolo, c'était votre premier week-end, on a un peu joué les babysitters pendant 4 jours, vous avez eu plein de péripéties, que ce soit avec les bagages, les clés, le Uber et tout ça. Et est-ce que tu peux nous parler du coup rapidement de l'organisation et surtout du coût d'un week-end comme ça, de la manière dont on l'a organisé entre nous, quoi. Ouais. Alors, bon, la Bugland, c'est dur de faire court, parce que je peux en parler des heures. Vraiment, c'est un de mes meilleurs souvenirs dans la RC. Première fois justement que je prenais l'avion et que je prenais l'avion en faisant la RC. Alors vraiment, comme tu as dit, on a réussi ça vraiment entre potes. Nous, on s'était retrouvés à l'aéroport de Lyon avec Célian et tout. Du coup, voilà, tout s'était bien passé. On était tous en avance. J'ai enregistré les bagages, c'était top. Après ouais, il y a eu le début des péripéties dès l'arrivée à Madrid. C'est-à-dire, on s'est retrouvé avec Célian qui avait la même valise que lui, mais c'était pas la sienne. Du coup, obligé de chercher dans tout l'aéroport le mec qui avait pris sa valise. Du coup, on a eu de la chance, on l'a trouvé. Vraiment un coup de bol. Bon, après, on a dû vous attendre un petit moment pour avoir les clés de l'appart. Et l'avantage de Madrid et de la Bugland, c'est que tout est dans le centre. Du coup, nous, on n'avait pas loué de voiture. On a fait tout en métro. C'était juste top tous ensemble. Bon, heureusement qu'on avait Vivi et Steph qui nous géraient un petit peu et qui avaient l'habitude, parce que sinon, je pense pas qu'on aurait tout trouvé direct. Mais ouais, non, c'était vraiment top. Après, la course là-bas, c'est la piste. Je pense qu'il faut le voir et il faut rouler dessus pour y croire. C'est juste hors norme. Personne connaît la piste, elle est au-dessus du lot. Le grip, tout pareil, les gens sont cool, l'organisateur. On finit les qualifs à 19h et après ils arrivent quand même le moyen de faire des petits jeux jusqu'à 20h, 21h sur la piste. C'est hors norme. Un gros niveau en plus. Et puis après voilà, c'était vraiment top. Nous, moi je m'étais organisé. L'avantage c'est qu'avec Egon Racing et avec Egon Racing, Yannick et tout, ils s'étaient organisés pour qu'en arrivant, on passe du carburant et des pneus. Du coup, j'avais pas trop ce problème-là, on va dire, dans les bagages, ce qui est le plus encombrant. Moi, j'avais réussi à tout réduire à un seul bagage en soute. Et puis voilà, tout s'était bien passé à l'aller et sur le moment de la course. Après, c'était au retour, on a eu désistement de Uber. Le Uber qui arrivait hyper tard. On est arrivé, je pense, une demi-heure avant l'embarquement pour enregistrer les bagages. On a dû courir de partout dans l'aéroport tous ensemble. C'était vraiment, on est passé à rien de louper l'avion. Et puis voilà, on pensait que tout était fini. Et en repartant de l'aéroport, arrivé à Lyon, et là, du coup, je vais retacler Célian. Il a eu la magnifique idée de prendre nos bagages et de les mettre sur des chariots, alors qu'on avait tous nos bagages en main respectifs, nos bagages en soute respectifs. Et au moment de dispatcher les bagages, moi, j'avais exactement le même sac que Arthur. Et du coup, je suis parti dans le sud avec le serpent de Arthur. Et lui, il est rentré à Saint-Étienne avec mon magasin. Voilà. Et on s'est retrouvés une semaine après à faire moitié trajet avec Célian pour que
Célian me passe mon sac et que moi que je passe le sac de Arthur pour que Célian lui rende. Et sinon, c'était juste top. Et après, au niveau budget, si mes souvenirs sont bons, l'avion, ça m'avait coûté à peu près 200 € avec le bagage en soute. Le logement, la bouffe, on était tous ensemble regroupés. À chaque fois, on divisait. Du coup, ça nous a vraiment pas coûté cher. Les inscriptions pour la course sont un peu plus chères, mais ça en vaut vraiment le coup. Et je crois que c'était aux alentours de entre 400 et 500 € le week-end. Je pense que c'est comparable à une manche de CF quand c'est loin, comparé à chez moi. Et il n'y a pas photo. Enfin, je ne sais pas s'il y avait le CF de Pertuis 15 jours après. Pertuis à 45 minutes de la maison, j'adore la piste, le club est top, mais j'avais même pas envie d'y aller, j'avais rien refait sur la voiture parce que j'étais tellement dégoûté d'avoir fini un week-end comme ça que j'avais plus envie de faire de RC, on va dire classique, sur un CF banal. Du coup voilà, vraiment la Buggyland c'est un truc à faire et moi je conseille fortement, j'espère que cette année elle ne sera pas annulée et puis voilà. Merci Adrien. Donc les gens sont en train de répondre, de préparer leurs questions. Toute dernière question, si tu peux y répondre rapidement. Utilises-tu les réseaux sociaux pour communiquer sur tes marques? Si oui, lesquels, comment? Alors oui, j'utilise les réseaux sociaux pour communiquer sur mes marques, essentiellement Facebook. Tous les autres réseaux sociaux, il n'y a pas trop de RC pour l'instant. Sur Facebook, après, on va dire, maintenant c'est devenu classique, c'est le lundi ou le mardi ou le mercredi soir, résumé de course, généralement, ça s'est bien passé. Et puis voilà, résumé de course où on raconte un petit peu tout ce qui s'est passé au niveau des réglages et des événements. Et puis après, voilà, remercier aussi tous nos sponsors parce que c'est grâce à eux qu'on peut, enfin en tout cas moi personnellement, c'est grâce à eux que je peux faire ma passion et aller sur des courses comme la Buggyland ou faire tous les CF parce que sinon je ne pourrais pas assumer financièrement à la fois le matériel et les déplacements. Et du coup, j'utilise Facebook pour remercier tous mes sponsors et puis donner envie aux gens de faire du modèle réduit. Et puis après, d'avoir le même matériel que moi, parce que Agama, on l'a dit, c'est une marque pas très connue. Et c'est bien dommage, parce que la voiture, elle est très fiable. Je pense que ça soit au niveau des États-Unis, en Europe, même moi en France, on a montré que la voiture marchait très bien et que voilà, il n'y a aucun souci majeur. Et j'ai hâte que ça se développe plus et de pouvoir aider plus de monde sur cette marque. Et puis voilà, ça serait vraiment quelque chose de bien. Bon, merci à toi. Donc on a terminé les questions préparées. On va passer aux questions des internautes. Vas-y Vivi, tu commences. Alors, William nous demande, moteur Bullitt, est-ce que c'est une base OS? Du coup, peut-être que tu peux développer un peu sur les moteurs et les bases et quel OS est utilisé pour ces moteurs. Alors, moteur Bullitt, oui, c'est une base OS. Après, franchement, je suis passé sur Bullitt que depuis le début de la saison. J'ai fait 2 courses avec. Le moteur, on va dire, officiel, il est encore là. Il est pas rodé, il est tout juste sorti du sachet. Je sais que c'est des très bons moteurs au niveau autonomie, performance, linéarité. On m'a toujours dit que c'était une des meilleures bases OS. Du coup, voilà, en faisant ce choix, j'étais sûr de ne pas me tromper. Et puis après, voilà, on verra bien aux premières sorties si ce que je pensais est vrai. Mais pour le peu de fois où j'ai roulé avec, j'en étais vraiment satisfait. Voilà, rien à dire, autonomie. Et puis voilà. Ok. C'est bon. Alors, je me demandais si le son il a coupé ou c'est bon là? Non, d'ici ça va. Alors, une petite question que je vois, c'est Max Geeky qui dit quels sont ses objectifs pour les 2 prochaines saisons de CF. Oh merde, il a posé une vraie question. Oui, parce que je vois qu'il y a beaucoup de copains dans le chat. Non, mais Max il est sérieux. Et alors, mes objectifs, les objectifs pour les 2 prochaines années, j'aimerais bien rentrer dans
top 10 français. L'année dernière, c'était pas ma meilleure saison, on va dire. J'ai eu quelques problèmes un peu de fiabilité ou aussi de pilotage. Il y a 2 ans en arrière, j'avais fini 12e, si mes souvenirs sont bons. Du coup, c'était vraiment une bonne saison. Et puis, ben voilà, l'objectif, finir dans les 10 premiers. Et puis, si j'arrive à faire ça du coup, l'année prochaine, et ben, dans 2 ans, pourquoi pas aller chercher encore plus haut. On verra bien l'évolution. Mais ouais, top 10, ça serait bon. Si je peux faire plus, je ferai plus. Du coup, si je peux me permettre de rebondir sur cette question, pour y arriver, tu vas faire un entraînement supplémentaire que de participer au cours? Après, voilà, ça c'est problématique, c'est-à-dire que j'ai fini les études, je travaille tous les jours, et je pense que justement au niveau RC, ça va être compliqué de consacrer encore plus de temps que ce que je consacre actuellement. Du coup, non, je pense pas faire un entraînement supplémentaire ou plus de courses. Je vais juste essayer de continuer à progresser en faisant les courses que je faisais déjà, qui étaient déjà à mon calendrier. Et puis après, voilà, oui, si j'ai du temps, je pourrais aller m'entraîner, mais j'ai pas prévu de ralentir le travail pour m'entraîner plus. Et c'est un objectif dans la RC. Après, la vie, c'est encore à part. Je préfère progresser dans le travail et après la RC. J'ai vu passer une question où on nous demande s'il y a une version brushless. Oui. Alors, la version brushless, elle n'est pas encore arrivée. Je sais que Nemo ont eu pas mal de retard et ont eu un peu de mal, on va dire, à gérer la version brushless. En fait, ils ont du mal avec les fabricants pour avoir tout dans les temps. Ça a pris du retard, ça devait arriver. Là, c'était fin mars et du coup, avec le Covid-19, je pense que toutes les productions et les importations ont été un peu plus compliquées. Du coup, oui, la version brushless, elle va arriver très, très prochainement. Il y a déjà les précommandes qui sont mises en place. Du coup, voilà, s'il y a des gens intéressés, n'hésitez pas à aller soit sur le site de Nemo Racing ou de RC Model Team. Et est-ce que du coup, tu vas t'y mettre au brushless? Alors, le brushless, moi, j'en fais juste de temps en temps chez Célian. Généralement, les courses à RCF 42. Et puis après, à la Bugeland, quand j'ai doublé les catégories. Mais sinon, non, je ne vais pas faire de championnat. Après les championnats de France, j'ai dit peut-être que j'en ferai avec les frères Guigli qui normalement devraient y participer. Du coup, je verrai bien, mais je ne vais pas doubler les catégories. Ça va prendre beaucoup trop de temps aussi. Alors, je regarde s'il reste des questions sérieuses. Ah, il y a Sylvain qui intervient pour. Il y a Sylvain qui fait un petit aparté pour l'électrique. On est sur une sortie pour entre mi-mai et fin juin pour le 319E. Mi-mai et fin juin. D'accord. Voilà. De toute façon, là pour l'instant on est bloqué, du coup Ouais. ça ne sert pas à grand chose, mais voilà, au moins on a les dates et puis j'espère que beaucoup de gens vont passer le pas et puis passer sur la gamme. Ah, et quand c'est pas Max, c'est Vincent qui te demande quelle est ta piste préférée en France? En France, franchement, c'était Castres il y a 2 ans quand ils avaient fait la piste toute neuve pour la Big Race. Et là, je vais dire les Pennes Mirabeau. J'y suis allé une fois en début de saison. Donc quand j'étais allé, les hoops c'était un peu compliqué, mais si on enlevait ça, c'était juste top. Le revêtement, les trajectoires, les bosses, on voit que c'est fait par quelqu'un qui a l'expérience et un mec bon. Du coup, non, franchement, les Pennes Mirabeau. Ouais, c'est vrai qu'elle est top cette piste, hein. Parce que même, même débutant, tu peux t'en sortir, quoi. C'est Jérôme Aigouin. D'accord, oui. Enfin, il y a tout le club des Pennes, mais c'est lui spécialement qui s'occupe de la piste et de la faire. Et voilà. J'ai fait les Pennes Mirabeau à la Coupe de France et Sport en 1997. Oh. Je m'en souviens plus tellement. Attends, t'es né en quelle année, Adrien? 99. Ouais, j'étais pas encore là. Voilà. Mais sinon, j'ai bien connu ton papa. Moi, j'ai roulé et je le côtoyais sur les courses il y a 15-20 ans. Ouais, t'étais petit.
Ouais. Ouais, j'étais petit ou pas là? Ouais, non, j'étais petit. Ça ne me rajeunit pas tout ça. Alors, Alors, on regarde ce qu'il y a. Alors, t'as beaucoup de questions à la con. alors, il y a beaucoup de trolls. Hein. Tu te fais... Franchement, on voit les bons potes. C'est ça. Ah si, il y a une Ah, si, question. il y avait une question très sérieuse. Est-ce que tu vas être aussi rapide avec les filles que tu ne l'es sur la piste? Franchement, T'es je pas sais obligé de pas. répondre. Non, je sais pas. Après, non, sur la piste, généralement, je sais un peu plus ce que je dois faire. Du coup, quand je commence bien, j'essaye de bien finir. Avec les filles, c'est plus compliqué. Généralement, ça commence bien, ça finit mal. Du coup, voilà, on va essayer de C'est bon, s'améliorer. il y a des questions sérieuses qui sont en train de retomber. Ta meilleure place en CF? Ma meilleure place en CF, ben, c'était 7 à Castres. C'était ma première finale de CF. Et voilà, j'ai fini 7ème. Après, j'étais déçu parce qu'on pouvait aller jouer beaucoup mieux. C'était la Big Race, justement, il y a 2 ans. Et j'étais 4e, juste derrière le trio infernal. J'étais 4e et tout se passait très bien. Et malheureusement, j'avais une panne sèche. On avait tenté une stratégie un peu osée. Mais non, 7ème, c'était déjà une belle place pour une première finale de CF Elite, du coup avec un calage et juste avant la boucle. J'ai encore vu des questions. Mince, je la vois plus. La Neo Buggy accessible, ça veut dire quoi ça? Ouais, je pense que est-ce que pour c'est accessible de s'inscrire ou de piloter les inscriptions, c'est Ouais. compliqué. Les inscriptions, ouais, je pense que c'est peut-être un peu compliqué. Après, la Neo Buggy, maintenant, elle a perdu un peu de son prestige. C'est une course que j'aimerais vraiment faire parce que, une fois de plus, piste égale pour tout le monde, on va dire. Des conditions avec de la terre, je pense, magiques. Et ça a l'air vraiment, vraiment fun et vraiment cool. Du coup, ça pourrait être un prochain objectif à faire. Il y a une question sérieuse aussi. Dernière question pour toi. Utilises-tu les membranes d'origine? Non. Je les ai utilisées au tout départ. Après, je les ai enlevées parce que elles sont vachement fines. Et au niveau endurance, on va dire pour les longs relais ou même pour rien que pour refaire les amortisseurs, c'est des fois pas très pratique parce qu'elles se remettent pas très bien. Du coup, j'utilise les high rebonds, les grises là qui sont un peu plus bombées. Celles-là, elles ont aucun problème. Moi, je les passe de voiture en voiture. Du coup, les membranes que j'ai là, elles doivent avoir peut-être 2 saisons. Et elles bougent pas, elles se mettent très rarement dans l'autre sens, elles sont rarement enfoncées. Et puis voilà. Ok, c'est de chez Agama aussi. Oui. D'accord. Ok, donc ça reste la même marque. Il y a une question qui m'a fait rire. Julien Latanzio dit: Tu roules toujours avec les quartz vu ton antenne? Non, je roule plus avec les quartz. Et par contre, j'ai vraiment une antenne qui sort de mon récepteur, qui doit s'arrêter à cette hauteur-là. Sauf que quand je coupe le tube d'antenne pour les ras de l'antenne, et ben, l'antenne, elle a plus le flex. Du coup, elle se casse en permanence. Du coup, là, elle est assez grande comme ça, elle a du flex et elle se casse beaucoup moins. C'est toujours une histoire de taille. Voilà. Et puis j'aime bien côté old school, je viens du 4-2, du coup, voilà, ça me rappelle mes souvenirs et puis ça m'aide à voir la voiture dans la poussière. C'est comme ça qu'on te reconnaît. C'est ça. Et sur ta radio, t'as remis une antenne télescopique? Non, quand même pas. C'était pas très pratique déjà à l'époque, la grande canne à pêche. Mais, mais même si je l'ai gardé pendant très longtemps, je me souviens d'un GP de Montpellier où il m'avait marqué en 2 Go 4 alors que j'étais encore à quartz. Et j'étais allé demander à l'organisation comment ça se fait. Il m'a dit: mais toi, t'es en 2 Go 4 inversé, c'est-à-dire j'étais le seul en quartz. Du coup, je faisais ce que je voulais. Et ça serait toujours passé. Mais c'est vrai que ça, c'est une très belle évolution, hein, parce que quand j'ai commencé, on avait tous des cannes à pêche sur les podiums, et puis sans compter ceux qui se tournaient à droite, à gauche, et qui nous donnaient Qui des bougeaient. coups de tête quand ils s'énervent. Franchement, ça a bien le coup de l'épingle à nourrice pour pouvoir prendre sa fréquence, c'était pas pratique ça aussi. Alors, y a-t-il une équipe Agama pour la France?
Une équipe Agama, oui. Alors, pour le national, il y a tout le team du magasin RC Model Team qui se déplace sur toutes les manches de CF avec Sylvain Jeunhomme, Renaud Miard, Olivier Cerdan, et puis après j'en oublie. Mais voilà, eux, ils sont tout le temps sur les manches de national. Ils assurent le support, et puis pour ravitailler en pièces, et puis pour les conseils et tout. Et après, en élite, il y a mon frère, mon père et moi. Et quand ils sont là, et après sinon, il n'y a que moi quand je suis tout seul et que mon père et mon frère ne peuvent pas venir. Et voilà, du coup, les deux CF sont couverts. Et puis au niveau européen, oui. Au niveau européen, il y a un gros team avec les Anglais, les Espagnols, et voilà, tous les mecs de chez Nemo, et puis du coup, moi aussi, qui me déplace sur les courses européennes. Vivi, à toi. Alors, Peut-être on va prendre ça fait longtemps. Ben ouais, on va prendre une dernière question. Allez, celle-là. Les suspensions à émulsion, qu'en penses-tu? Alors, j'ai essayé. Ça a été une mode pendant un moment, du coup j'ai essayé. Et moi je sens pas trop la différence entre mes réglages. J'ai beau essayer, si j'ai pas un chrono, je ressens pas grand-chose. Du coup les émulsions, j'ai essayé franchement, sans mentir, j'ai dû essayer facile 5-6 fois. Les essais, rien changé, juste les amortisseurs à émulsion changeaient entre 5 minutes d'écart. Je trouve très peu de différence. J'avais trouvé un peu plus de confort et une voiture un peu plus à l'aise sur les sauts, mais c'est très flou. Je ne saurais pas vous décrire franchement précisément et être sûr de moi sur ce style d'amortisseur. Je sais que j'ai pas l'habitude, du coup je sais pas si je les prépare bien, si comment ça se dégrade dans le temps, s'il faut les refaire souvent. Du coup je reste classique et ça marche plutôt bien. Du coup pour l'instant j'ai pas prévu de changer. Bon, en tout cas, je tiens tout de suite à remercier les gens qui ont été présents pendant les 3/4 d'heure de live là, parce qu'on a été en gros, vous avez été 70 personnes à suivre le live, et la dernière fois on a fait à peu près pareil, et au total la vidéo avec Patrick Ovinet a été vue par 2200 personnes et elle a touché à peu près 5000 personnes. Donc là vous avez été 70, on continue à nous regarder, donc déjà là on est très content de ce chiffre en direct. Mais on sait que cette vidéo, au final, quand elle va être regardée, elle va être vue par plus de 2500 personnes d'ici une semaine ou deux. Ouais. À toi, Vivi, la parole. Bah écoute, ouais, c'est super, merci à tous de participer. On espère que la formule vous plaît. On est encore un petit peu débutant dans le domaine, mais là, vous voyez, on a quand même eu un petit peu moins de problèmes techniques. Puis, merci Adrien de nous avoir aidé un peu à préparer aussi la semaine dernière et puis et cet après-midi pour tout ce qui est technique, son, lumière, histoire qu'on fasse un truc à peu près propre et sérieux. Et enfin, en tout cas, nous, on est chaud pour continuer en tout cas à faire d'autres interviews parce que ça reste plutôt sympa. Ça fait un petit 3/4 d'heure à papoter avec des pilotes, à offrir un petit peu des questions-réponses aux internautes. Et donc, il y a 10 jours, Patrick t'a nominé. Oui. Donc maintenant, c'est à Merci toi. à lui d'ailleurs. Voilà. Maintenant, c'est à toi de nominer quelqu'un. Alors, déjà, je tenais à remercier tout le monde qui était présent sur le live. J'espère que ça vous a plu. Après, si vous avez des questions en plus à me poser, que ce soit sur la voiture, le moteur, les pneus ou autre, n'hésitez pas à venir en privé ou en commentaire de la vidéo. J'essaierai de répondre à tout. Et du coup, le prochain nominé, moi j'ai décidé de nominer Ryan Medjoubi. Voilà, alors j'ai choisi Ryan parce que bon, c'est un bon pilote français. Et puis pour que ça tourne, pour que les gens qui regardent le live, et que ce soit des compétiteurs ou juste ceux qui font ça en amateur, puissent voir un petit peu tous les horizons, toutes les marques, et que chacun présente un petit peu tout, son point de vue. Du coup voilà, j'espère que ça va bien tourner un peu dans toute la France et qu'on va voir un petit peu tous les horizons pour que chacun puisse se faire son avis et que voilà, ça aide au développement de l'ARC en France. Bon, ben super. Oui, Ben mais écoute. ça c'est important. C'était donc moi je faisais plus partie d'automodélisme parce que j'avais refilé le petit bébé automodélisme il y a déjà 8-9 ans à Virginie qui s'en est bien occupée, et Virginie a tenu à me faire réintervenir sur l'automodélisme avec le confinement. Voilà. Donc moi ça a toujours été ma politique sur l'automodélisme, c'était d'être
indépendant et impartial. Donc là, ce qui est vraiment génial, c'est de faire tourner les intervenants. On s'est douté que si tu nomines quelqu'un, ça risque d'être un copain. Donc là, bravo pour ce choix. Donc on le répète, prochain invité, Ryan Medjoubi, voilà, donc qui ne roule pas sur Agam. Et non, après il pourrait venir, hein. Avec grand plaisir. Mais non, après si c'est pour nominer un ami, ça aurait été toujours sympa, mais le but c'est pas de faire un live entre amis, je pense. C'est de faire connaître la RC et puis connaître chaque marque et voilà, qu'on puisse tous se différencier et puis partager notre passion aussi. Bon, ben super. J'espère que Ryan acceptera du coup d'être bizuté sur notre live. Je sais pas. Il était là tout à l'heure, donc peut-être qu'il va entendre sa nomination aussi en direct. Donc on le contactera tout à l'heure pour savoir s'il est OK. Et voilà. Bon, en tout cas, moi je te remercie beaucoup d'avoir participé à notre live. Je remercie aussi Tony de revenir aux avant-postes dans tout ce qui est journalisme, bénévole, RC, parce qu'on s'est toujours dépatouillé un peu à deux à faire ce qu'on aimait avec passion, mais pas forcément au grand professionnalisme parce qu'on n'en est pas. Mais en tout cas, on essaie quand même de partager ce qu'on aime et puis le tout dans la bonne humeur. Merci beaucoup à toi, Adrien, d'avoir participé à ça. C'était vraiment sympa. Ah, c'est bon, Ryan a validé. Ah, super. Super. Et puis voilà, merci à vous d'avoir permis de faire cette interview et de présenter mon matériel, de remercier tous mes sponsors, du coup, Nemo Racing, Ego Racing, E-Model. Voilà. Et puis vous remercier aussi pour le live et puis les reportages aussi sur chaque course, très souvent, avec les photos. Et puis voilà aussi remercier Junior qui m'a désigné. C'était une passe décisive, comme il a dit, entre Olympiens. C'est cool. Et puis voilà, du coup j'espère à très vite et j'espère pour du coup un Grand Prix de France ou une Big Race pour faire un bon championnat. Ou alors sinon à l'année prochaine, dans un an tout pile. Ouais, ça va nous faire bizarre. Bon, on va pas mettre la charrue avant les bœufs et puis on verra un peu comment. Eh ben, le mot de la fin, c'est ton père qui vient de le dire. Bravo et super choix. Voilà. Et dernier petit mot de la fin, on peut aussi dire à Arthur Hernandez que la prochaine fois, ces huiles, on les laisse pas dans la salle de bain. On les range dans une caisse de terrain. Voilà. Le pauvre. C'était un beau mot de la fin. Voilà. Et rendez-vous dans quelques jours pour un live avec une personne de la fédération. Ouais. Rendez-vous lundi à 18h. Alors, s'il vous plaît, ne trollez pas trop la fédé. Préparez des questions sérieuses, s'il vous plaît, parce qu'on s'attend à ce que ça sache un peu trop fort. Donc, soyez sérieux dans les questions que vous pouvez préparer pour Marine Ironi. Moi, je vous dis au revoir à tous. Bon week-end. Merci à tous d'avoir participé au chat. Ciao, ciao. Ciao. Used to wonder what you're thinking.